Bienvenue dans l'invité, Madame, Monsieur. Le chef de l'État poursuit sa première et grande tournée dans le Grand Kasaï alors que nous entamons l'année préélectorale. Est-ce que les alliances se maintiendront jusqu'à la fin de cette année? Et l'autre et dernier sujet, le Parlement congolais est-il toujours le temple de la démocratie? Nous analysons et décryptons tous ces sujets ainsi que d'autres avec un avocat, dans la personne de Maître Bazin Pembe qui est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan pour l'invitation. Alors avec vous, comme je le disais, nous allons analyser un peu l'actualité politique dans notre pays, la gouvernance politique, ses forces ainsi que ses faiblesses. Je vous présente rapidement, vous êtes cadre au sein de l'AFDCA en tant que regroupement politique de Bahati Lukwebo. Vous êtes également coordonnateur d'une ASBL, coordonnateur de la dynamique pour le changement, c'est maintenant DCM en sigle. Alors je vous remercie d'avoir accepté en début d'année comme ça mon invitation pour faire toutes ces analyses. D'abord, qu'est-ce qu'on peut espérer de la visite du chef de l'État dans le Grand Kasaï? Oui, le président de la République a une vision à matérialiser pour la transformation de la République démocratique du Congo. Il a un peuple qui l'écoute. C'était important après la prise du pouvoir, qui visite aussi certains de ses électeurs du Kasaï et Grand Kasaï en général. On l'a vu arriver en Bujumaï. Il ne s'est pas limité qu'à converser avec nos compatriotes qui sont là-bas. Il est descendu sur le terrain pour voir à quel état la société minière de Bakwanga s'est trouvée. Et nous l'avons vu faire aussi... il a fait pratiquement toutes les provinces, Kasaï, Kasaï central, le Mami, etc. Il a visité des lieux, notamment à la société minière. Il a été au barrage de Katende, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit le chef de l'État faire ces visites d'itinérance. On l'a vu en dehors du pays avec beaucoup de promesses. Rien n'est arrivé jusqu'à présent. Alors, je repose encore ma question. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre après cette visite? La ferme volonté, la concrétisation, même la matérialisation de toutes ces actions que vous venez de faire état, la relance des barrages Katende, la relance de l'Amiba, la relance aussi de certaines infrastructures, les routes, parce que nous avons aujourd'hui les routes qui sont à un état de délabrement très avancé en République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective-là que le chef de l'État est hanté de tourner l'espace Grand Kasaï, et nous sentons à lui une ferme volonté pour concrétiser toutes ces actions en 2022, comme vous l'avez dit, l'année des enjeux, parce qu'il n'y a pas plus tard que 72 heures, vous avez même certains sondages, les propulser avec une popularité écrasante en République démocratique du Congo. Donc nous l'attendons à ça et nous espérons, nous avons encore confiance, la foi, qu'avec lui, c'est possible. Alors là, on visite d'abord le Grand Kasaï, après ce sera un autre coin de la République, les Grands Katanga, ainsi de suite. Et n'est-ce pas là un début de la pré-campagne électorale? C'est un président qui gère presque un continent, la République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces ici au Congo et il a tenté de faire les Grands Kasaï. Nous espérons qu'il va faire Congo central, il va faire Équateur, il va faire Kisangani, il va aussi visiter d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la pré-campagne, c'est un président de la République qui est en train de voir les chantiers que lui-même, que la République a financés pour qu'il ait une idée exacte et réelle de ce qui est en train de se faire sur le terrain. Donc Félix Tshisekedi s'est finalement rendu compte que le développement du pays ne viendra pas après moult visites dans des pays étrangers, mais plutôt en visitant les territoires et villages de son pays. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il est redevable vis-à-vis de ses peuples. Lorsque l'argent du contribuable congolais sort, il faut descendre sur le terrain pour voir l'état que cet argent-là a servi par rapport aux travaux sur le terrain. Est-ce qu'il regrette toutes ces visites passées à l'extérieur du pays? Même pas, parce qu'aujourd'hui, nous avons une diplomatie ouverte, nous avons une diplomatie agissante. Nous avons aujourd'hui la bonne coopération avec certaines institutions de Bretton Woods. Vous avez vu tout récemment la dame des Fonds monétaires internationaux, le FMI si je ne me trompe pas, faire ces visites ici en République démocratique du Congo. Nous espérons que ce n'est pas encore la fin. Et aujourd'hui, le Congo est ouvert au monde.
Donc ne sois pas surpris que tous ces investisseurs-là viennent parce que l'image qui était vendue dans les temps pour la République démocratique du Congo, ce n'est plus encore cette image que nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est une question d'image ou d'ouverture, puisqu'on n'arrive pas à comprendre? Vous pouvez nous confirmer qu'il y a 3 ans, la République démocratique du Congo était le pays le moins visité, ou peut-être c'était le pays où il y avait moins de chancellerie. On n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, cette ouverture diplomatique. Il y a 3 ans, la République démocratique du Congo était divisée du monde. Nous étions considérés comme un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas respectés chez nous, comme un pays où la liberté d'expression n'est pas respectée. Nous étions considérés comme un pays où les détournements, c'était notre mode de vie. Et aujourd'hui, Félix a amené une autre image. En visitant les autres pays, il a changé cette image de droits de l'homme au pays. Il est allé expliquer à tous ces gens-là que le Congo que vous avez vu hier, ce n'est pas le Congo que moi je suis en train de diriger. D'accord, Bazin Pembe. Alors on passe à autre chose. D'abord, comment se porte la FDCA? Nous sommes 2022 qui s'annonce déjà. Évidemment. Nous avons vu en l'année 2018 certaines alliances. On a vu IDPS avec l'INC, avec les autres composantes. En 2023, il y aura élection parce que nous avons déjà un bureau de la CENI qui affiche déjà complet. Nous, les regroupements politiques AFDCA, du sénateur Modeste Batshilukwebo, nous nous sommes prononcés dans les temps que notre candidat en 2023, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et je peux confirmer à l'opinion et entendre le président de la République. Vous serez en mesure, l'année prochaine, en 2023, revenir, confirmer que Tshisekedi resterait votre candidat à la présidentielle? Nous avons un regroupement politique mieux implanté en République démocratique du Congo et nous avons un leader aujourd'hui à la tête de ces regroupements qui a l'ancrage dans la partie est de son pays au Sud Kivu, le sénateur Modeste Batshilukwebo. Et nous sommes prêts à accompagner les chefs de l'État parce que nous avons une vision à défendre. Nous avons un bilan à défendre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2020. Donc nous sommes les seuls regroupements politiques à se prononcer de manière officielle. Et nous avons même approché certaines autorités de l'IDPS, leur donner nos procès-verbaux de désignation de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme candidat en 2023. Je le disais tout à l'heure là, on a entendu le président de la République, Amboujima, dire qu'en 2023, il reviendra encore vers nous, les peuples, pour demander encore nos suffrages. Nous sommes très disposés à l'accompagner pour qu'en 2023, il soit réélu. Aujourd'hui, Batshilukwebo, c'est le tout-puissant de plus en plus. Lui qui était un tout petit peu taiseux hier, on le voit au sein de l'hémicycle du Sénat parler. Au contraire, aujourd'hui, Batshilukwebo est devenu un élément de diabolisation, un élément d'intox, un élément, il est devenu un cible dans l'opinion. Certains qui ne sont pas capables de digérer la rigueur de la loi s'attaquent avec des provocations, avec des choses inimaginables à l'endroit du sénateur Modeste Batshilukwebo. Batshi est en train de faire preuve aujourd'hui de sa maturité politique, de son ancrage, même de sa maîtrise de la cartographie de la République démocratique du Congo. Bazin Pembe, qu'est-ce que vous appelez rigueur au sein du Sénat? Batshilukwebo a d'abord remis en cause l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous savez, la Constitution le dit clairement que ces arrêts ne font pas l'objet de débats, que ce soit chez des privés, que ce soit chez les politiciens et également. On a vu remettre en cause cette décision. Dans l'affaire Boukangalonzo, la Cour s'est prononcée, elle s'est dit incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo ainsi que tous ses autres co-accusés. C'est ça la rigueur? Cher ami, vous savez, j'ai avec moi la Constitution de la République démocratique du Congo. Les constituants les maîtrisent très bien. Ouais. Et cette Constitution a été rédigée, élaborée par certaines personnalités dans ces pays. Lorsque vous voulez avoir certains ABC constitutionnels, il faut toujours recourir à toutes ces personnalités. Et Batshilukwebo fait partie de ces groupes de gens qui ont rédigé la Constitution actuelle en vigueur en République démocratique du Congo. Il y a un problème d'interprétation au niveau de la Cour. Vous voyez, lorsque vous lisez l'article 164 sur
de poursuites à l'endroit du président de la République, même à l'endroit d'un premier ministre, vous trouverez que la Cour était compétente pour examiner la situation, pour examiner les faits qui étaient portés à sa charge contre M. Augustin Matata Mponyo. Et la Cour nous a pondu un arrêt qui reste aujourd'hui critiquable dans l'opinion. Et lorsque vous lisez la loi pénale de notre pays, vous ne trouverez, je dis jamais, la notion d'intouchabilité dans l'arsenal juridique de notre pays. Vous ne trouverez même pas dans la Constitution. Mais d'où cet élément-là, l'incise-là sort, la notion d'intouchabilité ou bien d'un vide juridique sort dans la bouche de certains juristes de notre pays pour faire exculper quelqu'un de certaines poursuites judiciaires. Matata est déféré devant la justice pour des faits connus. Et cette même justice est déclarée incompétente. Non, je dis, oui. La même justice s'est déclarée incompétente, la Cour s'est déclarée incompétente. Et le Sénat n'est pas une juridiction judiciaire. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil d'État, nous avons la Cour de cassation et nous avons certaines juridictions inférieures. Matata répond par rapport à ses privilèges, par rapport à son rang. Dans la classe politique congolaise, c'est un sénateur. L'affaire a été portée devant la Cour. La Cour s'est déclarée incompétente, oui, mais le fait par la Cour de se déclarer incompétente, cela n'enlève à rien certaines préventions qui sont mises à sa charge. Donc, il a une juridiction, il a son juge naturel. Il a son juge naturel. Pourquoi aujourd'hui s'en prendre à M. Bati Lukwebo, même constituer un groupe de syndicats, des journalistes, même certains députés provinciaux, pour s'attaquer à Bati Lukwebo. Parce que dans cette affaire, on voit bien que la victime, c'est Matata Mponyo qui réclame juste de recouvrer ses immunités parlementaires. Alors, chose à laquelle n'adhère pas justement Bati Lukwebo, qui apparemment demande plus de documents, plus de choses que Matata ne pourrait lui donner. Quand on recouvre ses immunités parlementaires, lorsque vous êtes déféré devant la justice, on suppose qu'on vous a enlevé les immunités parlementaires. Ça a été levé par... Mais lorsque vous voulez retourner, c'est à la justice d'écrire à l'institution concernée que nous n'avons pas trouvé des faits infractionnels à charge de tel, ou bien nous avons examiné les dossiers, nous avons trouvé qu'il y avait des faits bénins à sa charge, nous avons fait ce que nous appelons la note de classement sans suite. Alors, et là, en tant que président du Sénat, si je peux terminer. Excusez-moi de relancer avec une question, ça va vous permettre de bien répondre. Allez-y. Alors, dans cette affaire, justement, en tant que président du Sénat, c'est pas à son bureau, peut-être au président du Sénat, d'initier une démarche demandant des documents officiels auprès de la justice. Est-ce qu'il faut que le sénateur lui-même s'en charge? N'est-ce pas là aussi une affirmation d'accusation du sénateur Matata Mponyo disant que le président du Sénat est complice et veut absolument sa peau? Non, cher ami, la responsabilité pénale en République démocratique du Congo est individuelle. Vous ne pouvez pas demander à une institution comme le Sénat d'écrire aux autorités judiciaires de savoir le sort de M. Augustin Matata Mponyo qui est devant les barreaux. Non, c'est à lui, Matata, qui s'estime lésé lorsqu'il trouve que non, le procureur a instruit les dossiers, qu'il a trouvé qu'il n'y avait rien de charge à lui et de faire toutes ces démarches. Et moi, je comprends. Je constate qu'au stade actuel, il n'y a que les gens, M. Matata Mponyo, au lieu qu'ils soient concentrés pour qu'il sache son sort, il est en train de s'apprendre de manière un peu aveugle, si vous me permettez l'expression, au sénateur Modeste Bati Lukwebo. C'est un coup de pied dans l'eau, Bati n'est pour rien dans cette affaire-là. Donc, je peux aussi profiter de vos micros pour demander à M. Augustin Matata Mponyo de cesser un peu avec cette diabolisation dans les médias, de faire les émissions à sens unique pour s'en prendre à M. Bati Lukwebo, qui est le président. M. Bati Lukwebo ne fait rien pour protéger un sénateur sur qui il a le pouvoir en tant que président. Vous l'avez vu compatir avec M. Augustin Matata Mponyo dans une séance au bureau du Sénat, qu'il était d'équerre avec lui, mais il ne pouvait pas s'y mixer. Vous savez, si Bati oserait s'y mixer
dans une affaire judiciaire, on peut qualifier ça d'une obstruction. Ça peut créer aussi, ça peut constituer aussi une infraction contre lui. Il doit laisser l'appareil judiciaire enquêter. Et si la justice trouve que M. Maurice Matata n'est pour rien, et il va reprendre sa chaise. Et surtout que les faits qui sont mis à sa charge sont gravissimes. C'est grave, c'est un détournement. C'est une infraction imprescriptible, si vous pouvez le savoir. Ok, les faits sont graves, mais aujourd'hui, on a comme l'impression que la Chambre des sages devient le calque de l'Assemblée nationale avec Mbosso Kodia qui n'accorde pratiquement pas la parole de manière équitable aux députés nationaux. C'est un tout petit peu ce qui se reproduit au sein du Sénat avec Bahati Lukwebo. Même pas. Vous voyez les sénateurs s'exprimer librement. Vous voyez les sénateurs voyager librement. Vous voyez les sénateurs, les députés au niveau de l'Assemblée nationale prendre des paroles sans toutefois être étouffés. Vous voyez l'équilibre qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, même au Sénat. Est-ce que vous avez entendu certains sénateurs se plaindre qu'ils sont étouffés? Non. Étouffés sensiblement. Non, Matata vient se diaboliser. Il s'est victimisé, c'est ce que je voulais dire. Il veut se victimiser. Matata il a un problème avec la justice qui n'a rien à voir avec les bureaux du Sénat. Vous ne pouvez pas prendre 98 sénateurs et dire aujourd'hui que parmi ces 98, ils ne parlent pas, ils ne prennent pas la parole au niveau du bureau du Sénat. On parlait de la Chambre des sages qui périclite carrément. Il y a aussi ces faits qui a fait couler beaucoup d'encre et salive dans l'opinion nationale. Bahati Lukwebo qui est allé inaugurer un parc industriel en Ouganda en sa qualité du président du Sénat. On se poserait la question où était le ministre de l'Agriculture, de Pêche et Élevage? Pourquoi seulement Bahati Lukwebo? Mais il n'y a pas que ça. On a vu après des signatures des accords de partenariat entre entreprises. L'entreprise qui a représenté le côté congolais, c'était une entreprise de M. Bahati Lukwebo. C'est aussi ça, les antivaleurs qu'on décrit justement au niveau de l'Assemblée nationale qui se reproduisent au Sénat. Non, Gaëtan, vous ne trouverez jamais tous ces antivaleurs dans les chefs du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Bahati est venu au Sénat le 2 mars 2020, si je ne me trompe pas. Il est venu avec un slogan de redorer l'image de la République démocratique du Congo, l'image du Sénat de la République démocratique du Congo. Il est venu avec un slogan, l'unité entre Sénat, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, la justice de la République démocratique du Congo et certaines institutions des provinces. Et aujourd'hui, cela est en train de se faire. Vous l'avez vu récemment, réunir certains gouverneurs, certains présidents des assemblées de la République démocratique du Congo à Béatrice pour redorer cette image. Je reviens. C'est la dernière question puisque c'est la fin de l'émission. Oui, je reviens avec l'histoire de l'Ouganda. Vous avez vu la République de l'abattoir. Vous avez vu la République ougandaise écrire pour dire que la prise en charge a été entre les mains de l'Ouganda et il n'est pas allé que dans cette inauguration, il est allé aussi pour la coopération. Vous l'avez vu converser avec le président Yoweri Museveni. Vous l'avez vu s'entretenir avec le président du Sénat de l'Ouganda. Donc, il est dans cette logique. Vous avez vu, mais ne s'est pas limité que là, vous avez vu certains parlementaires belges ici en République démocratique du Congo, même parlementaires français ici. Donc, l'homme est en train de travailler, donnez-lui la chance, faisons-lui confiance pour redorer l'image du Sénat de la République démocratique du Congo. Merci, Bazin Pembe, d'avoir accepté de décrypter l'actualité qui a dominé l'année dernière et qui certainement pourra dominer cette année. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous également d'avoir suivi l'invité. À plus.